Bonjour à tous les trois, bienvenue. Éric Blondet, vous interviendrez également au nom d'Antoine Leveneur, qui devait venir, mais qui a eu un empêchement. On va commencer avec vous, Nicolas Mérigot. En tant que groupe, aujourd'hui, je rappelle que vous êtes directeur général France chez Korian. En tant que groupe, quelle est votre articulation, votre expérience sur la bonne articulation entre le national et le régional? Bonjour à tous. Alors, quand on dirige des réseaux voilà, qui comprennent 275 EHPAD, une centaine de cliniques, une centaine de colocations, 250 agences de maintien à domicile, on aborde la question des organisations, de la concentration, de la déconcentration avec beaucoup de modestie. Voilà. Néanmoins, avec un certain nombre de convictions du rôle de l'organisation centrale et de ce qui doit être ensuite délégué en toute autonomie au niveau local. Je pense que ce qui doit rester centralisé, ce qui a un intérêt à être géré au niveau national, plutôt que centralisé d'ailleurs, géré au niveau national, c'est tout ce qui relève déjà de la normalisation. C'est-à-dire les normes de qualité, les normes de sécurité, les promesses que l'on fait aux clients. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit avoir dans une démarche au niveau national. Je crois aussi, et plus que jamais en ces temps de pénurie de main-d'œuvre, que la définition de notre contrat social, cette fois-ci de notre promesse employeur, là aussi doit être gérée, travaillée au niveau national, ce qui n'empêche pas d'avoir un dialogue social très profond. On a fait le choix chez Korian d'avoir 4 niveaux de représentants du personnel, au niveau européen, au niveau national français, au niveau des régions et dans tous les établissements. Je dirais également que l'existence même d'un groupe et d'une dimension nationale est de permettre des politiques de transformation. Des politiques de transformation parce qu'on a la possibilité d'allouer des moyens entre les territoires et également de manière pluriannuelle. Donc on a cette politique de transformation et donc d'allocation des ressources entre les territoires. Et puis ce qu'on peut faire aussi au niveau national, eh bien, c'est de donner une autre dimension à des initiatives locales. Pour exemple, quand on s'est associé avec les fondateurs d'AGEVI, ils géraient une trentaine de maisons dans le Doubs. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de colocations en France et on en aura bientôt 300. Voilà, donc ça, c'est ce que permet une gestion au niveau national. Et je dirais que tout le reste, il faut que ça soit au niveau local. Et je ne sais pas si on parle de régionalisation ou plutôt d'ancrage territorial et de politique territoriale. Donc bien évidemment, l'exécution des politiques est à la charge, à la responsabilité des établissements. Mais au-delà de ça, je crois que les établissements sont au plus près des territoires et au plus près des besoins. Et c'est là que doit se faire toute la politique de coopération et donc de développement et d'animation sur le terrain. Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part des pouvoirs publics en termes de régionalisation, de territorialisation, pardon? Alors voilà, si on parle de régionalisation, c'est qu'il y a eu concentration. Et cette concentration, elle est finalement assez récente, hein. Elle date de l'après-guerre avec une politique nationale au niveau qui a été rendue nécessaire par des besoins d'investissement dans les infrastructures hospitalières, qui a été besoin pour renforcer la liaison entre l'hôpital et l'enseignement, pour développer les meilleures pratiques. Donc il y a eu vraiment besoin d'avoir cette centralisation pour mettre en place une politique nationale de santé. Et puis on voit que son exécution nécessite quand même d'être au plus près des territoires et donc avec plutôt une décentralisation d'un certain nombre de choix politiques. On l'a vu, c'est notamment la gestion et la régulation de l'offre avec les PRS, avec les BECOS. C'est aussi, on commence à le voir, à une meilleure coordination sur les besoins de formation avec un numerus clausus qui est géré au niveau régional. On souhaite que ça soit également le même cheminement pour la libéralisation d'autres formations hein, au niveau des aides-soignants et des IDE. Donc ce qu'on demande finalement aujourd'hui, c'est d'avoir un État qui soit beaucoup plus un État stratège
de revenir à des fonctions plus régaliennes et de ne pas avoir systématiquement sur tous les sujets une vision très verticale, très administrative au sens administration classique. Donc la stratégie pour moi c'est les fonctions régaliennes, c'est gérer le temps long, c'est permettre les mutations des systèmes. On voit qu'on arrive à une fin qu'on a besoin d'arriver à plus de personnalisation, à la fois dans les traitements, à la fois on l'a vu avec la prise en compte de l'individu dans sa relation à sa santé. Donc on doit gérer ces temps longs. On voit l'utilisation de la data qui va être demain quelque chose de très important. C'est quelque chose qui ne peut pas être fait à l'échelle d'un acteur, même le plus gros. Il faut que l'État s'empare de ça. On a besoin également d'un État qui s'assure de la sécurité sanitaire. Ces sujets-là sont fondamentaux et seul l'État a la puissance pour le faire. Il faut également avoir un État qui gère les crises. On l'a vu avec le Covid, on a eu à la fois des très bonnes phases de gestion de cette crise sanitaire avec la campagne de vaccination. Et vraiment, je crois qu'on peut remercier l'engagement de l'État dans cette campagne de vaccination. On a eu des errements avec la politique des masques. Mais néanmoins, il faut que l'État soit prêt et se prépare à gérer des crises sanitaires qui ne manqueront pas de revenir. Et puis je crois que le point le plus important, c'est que l'État, et là on manque de débat démocratique, construise une politique de santé avec des objectifs de santé publique. Que souhaite-t-on? Où souhaite-t-on aller? Comment souhaite-t-on améliorer la qualité de vie des Français? Sur quel axe? Avec quels moyens? Quel effort demande-t-il? Qu'est-ce qu'on abandonne? Qu'est-ce qu'on reconstruit? Et là, je crois que ce débat, eh bien, il est très très pauvre en France. On l'a vu aux dernières élections. À peu près le seul sujet, ça a été, voilà, tout le monde doit être soigné, on a le meilleur système au monde et on veut rester chez soi le plus longtemps possible. Voilà, ça a été à peu près, je caricature, mais c'est simplement ça. Voilà ce qu'on demande à l'État, c'est d'avoir cette vision stratégique, sécurité, normalisation, gestion des crises et vision politique, donc contrat social avec la nation sur comment on sera soigné demain. A contrario, ce que l'on ne veut pas, je crois que ça a été abordé hier par Lamine, avec le ministre, c'est une régionalisation qui n'en est pas une. La réforme de la tarification du SMR et de la psychiatrie est une véritable catastrophe. Sous prétexte de donner plus de moyens pour une action plus locale, on est en train de déstabiliser totalement des filières en ayant une tarification nationale qui vient déséquilibrer le financement entre les territoires. L'Île-de-France va être perdante. Tout le monde sait que l'exploitation en Île-de-France coûte plus cher. Ben non, il faut ramener l'Île-de-France à un coût moyen d'exploitation français. Ouais, c'est une aberration. Et puis, en faisant ça également, on va arriver avec des exemples qui sont complètement dingues, de non-reconnaissance de spécialité. J'ai en tête un de mes établissements qui a une activité de gérontopsychiatrie, qui va perdre 30% de ses ressources. Autant dire que je ne vois plus pourquoi je pourrais faire de la gérontopsychiatrie. De même, un autre établissement SMR qui fait de l'oncologie, cette spécialité ne sera pas reconnue parce qu'elle a débuté après 2019. Elle représente 50% de l'activité de la clinique. Voilà, on se retrouve dans ces aberrations-là. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est ce genre d'actions qui sont très descendantes, qui viennent déstructurer au contraire des politiques locales et des établissements qui sont bien établis, et où on demande aux régionales de corriger les errements d'une politique nationale. D'accord. Pascal de Lubac, vous, comment est organisée la santé dans votre région aujourd'hui ? La santé dans la région, d'abord je voulais juste rappeler que ma vision est celle d'un directeur opérationnel de terrain, puisque j'ai participé à la gestion de la crise des urgences pendant l'été sur les Pyrénées-Orientales. Je veux dire d'abord qu'effectivement, on a au niveau national des décisions qui doivent être prises, évidemment, mais quand je vois les commissions d'autorisation dans lesquelles j'ai siégé au ministère, on voit bien qu'il y a un décalage entre les gens qui siègent et ce que nous vivons sur le terrain. Et ça se décline également, notamment dans le cadre des travaux du PRS aujourd'hui,
où par exemple cet après-midi nous avons une réunion sur la chirurgie cardiaque, on a eu les documents à 20 h hier soir, et on parle d'une technique de soins qui est l'ECMO qui ne rentre pas dans le régime des autorisations. Ouais. Donc voilà le principe même de la cohérence qui est là. Ensuite, pour avoir vécu deux crises comme tout le monde ici, urgence et Covid, je pense que ça s'est réglé davantage au niveau, et je rebondis sur ce qui a été dit, des territoires. La région Occitanie est déclinée en 13 départements et on a bien vu que nous avons réglé toutes les problématiques au niveau de chaque département. Et on a bien vu aussi que le GHT qui a été créé par le ministère pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, a été parfaitement inopérant. Parce qu'en réalité, les acteurs de terrain, avec les représentants des ARS locales, se sont mis d'accord. En général, un hôpital, une clinique, des établissements d'HAD, de SMR, se sont mis d'accord pour gérer un flux de patients. Et c'est là qu'au bout du compte, ce sont les hommes qui font le système. Alors, je ne comprends pas, parce qu'on a des chiffres concrets, des exemples très concrets. Vous avez siégé en commission, ça ne remonte pas, ce genre de choses ? Ben, ça ne remonte pas parce que le système est quand même vertical, ça a été dit hier. Et ce que nous vivons sur le terrain, on n'est pas sûr que, même si on le fait remonter au niveau de la fédération, par contre au niveau national, on n'est pas sûr que le ministère entende toujours ce qui se passe sur le terrain. Ce que je voulais dire, c'est que ça dépend des hommes, parce que, autant pour le Covid, face à la brutalité de la crise et à l'inconnu, nous avons été solidaires, autant dans le cadre des urgences, l'hospitalisation privée a retrouvé le dogme de l'hospitalisation publique. C'est-à-dire que, quand ils se sont rendus compte qu'on avait de vraies missions de service public, ça a un peu dérangé. Alors c'est peut-être pas très correct que je le dise devant cette assemblée, mais c'est quand même la réalité. Et je vais prendre un exemple. Même activité aux urgences dans le privé que dans le public dans mon territoire, même gravité de patients, même taux d'hospitalisation, le préfet, le DTARS, tout le monde est à la disposition de l'hôpital public, mais personne ne se préoccupe des problématiques des établissements privés. Ouais. Et à la limite, il y a une stratégie de déstabilisation de l'hôpital public, puisqu'on parle de l'organisation régionale, c'est par le biais de la régulation où ils ont le monopole et la mainmise, d'envoyer des flux de patients qui ne relèvent pas toujours de la compétence des établissements privés pour les déstabiliser en disant, voyez, nous on prend tout, eux ne prennent pas tout, alors qu'on avait arrêté par structure une cartographie des patients. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir un travail absolument nécessaire de proximité par département, que l'on peut effectivement, mais on est aussi très encadré par les textes, puisque le Code de la santé publique régit beaucoup de choses. Et je pense aussi qu'il faut qu'on ait un peu plus une implication des hommes politiques. Et souvent, les hommes politiques disent « on n'a pas notre mot à dire dans la santé ». Ils devraient mettre au boulot leurs attachés ou leurs cabinets, parce que ce soit dans la CRSA, la Commission régionale de santé et de l'autonomie, dans les comités territoriaux de santé, où maintenant les sénateurs et les parlementaires ont leur place, mais je ne les ai pas encore vus, me semble-t-il. Donc en réalité, les seuls élus que nous voyons dans ces instances, ce sont les élus des secteurs en difficulté. Et dans cette région, quand vous avez des difficultés en CRSA, vous entendez le conseiller départemental de l'Aveyron, celui de la Lozère, celui de l'Ariège, et pas trop les autres. Donc ça veut dire que c'est un problème d'hommes, c'est un problème d'ouverture d'esprit, c'est un problème d'implication des acteurs. Mais ça, on l'a vu dans les périodes de crise, on est capable de l'être et grandement. Et après, chacun revient sur ses positions de départ. Et après, c'est comme le vélo, même si on n'en a pas fait pendant 10 ans, on repart très vite dessus. Et je pense quand même qu'on a un vrai problème, même si les choses s'améliorent, un petit peu de dogme. Hier, Frédéric Valetou était à l'écran. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un échange direct, parce qu'il parle de la pertinence des actes comme si c'était que dans le secteur privé. Bon, là je suis un peu hors sujet, mais je crois qu'il ferait bien de regarder ce qui se passe chez lui, sans entrer dans la polémique. Mais je crois vraiment dans la régionalisation qu'il faut donner plus de pouvoir aux acteurs, assouplir les textes, ouais. Et surtout avoir une vraie réflexion régionale, bien sûr, sur une politique de santé régionale. On le disait hier, l'Occitanie, c'est l'Irlande, c'est 6 millions d'habitants, c'est 13 départements. Mais incontestablement, dans les choix, parce que ça a été un vote, le découpage de santé régionale a été fait sur un vote de la CRSA en maintenant les 13 départements. Parce qu'il a été clairement identifié que chaque département a ses spécificités démographiques, sociologiques, et qu'en plus, il y a déjà des administrations territoriales santé par département, avec de vrais enjeux.
Donc je pense que ça se joue d'abord à ce niveau-là, en dehors de l'aspect régalien de la chose, hein, mais ça se joue beaucoup, la régionalisation par le département, et par capillarité. Et Éric Blondet, est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion de territoire? C'est le département? Je ne suis pas sûr. Un patient n'a pas l'habitude de respecter les frontières administratives. Donc je pense qu'en matière de santé, il faut peut-être aller un peu plus loin et peut-être considérer le territoire sous l'angle uniquement de ce que l'on fait, c'est-à-dire les actes de soins, des prises en charge, des parcours. Et ça a été dit sur la table ronde précédente. Pour ce qui nous concerne, au niveau des URPS, particulièrement dans ma région, on a plutôt essayé d'aborder le territoire sous l'angle de la question, quand j'habite dans telle commune et que j'ai besoin d'une prothèse totale de genou, vers quelle équipe et quel établissement je serais a priori orienté. Et de regarder un petit peu comme ça quel était le maillage territorial qui pouvait apparaître. Et on s'aperçoit qu'on a une certaine cohérence finalement, et ça permet de tenir compte de plusieurs aspects. D'abord, un phénomène de concentration ces dernières années des spécialités techniques, notamment de plateaux techniques lourds, de blocs opératoires, ce qui nous concerne, par un jeu de regroupement d'établissements pour les tas de raisons que l'on connaît tous, mais aussi parce qu'il y a des enjeux conventionnels qui peuvent être délétères sur la démographie des spécialistes en plateaux techniques lourds. Je parle de l'Optam, on pourra en discuter, mais ce n'est pas tout à fait le sujet à ce niveau-là, mais qui joue sur l'attractivité de certains territoires. Et quand on regarde ce type d'approche-là, ça va permettre d'appréhender à la fois l'accès aux soins en termes de proximité, donc une logique de consultation avancée. Si on a un regroupement du spécialiste, l'enjeu, ça va être l'accès aux 10 spécialistes. Oui. Et cet accès aux 10 spécialistes, cette facilité d'accès conditionne, c'est un des deux premiers items sur les freins à l'installation d'un médecin généraliste. Donc on est directement sur les problématiques d'accès aux soins en proximité. Ça permet également d'avoir une vision prospective, si on corrobore ces données-là avec la démographie existante, d'identifier les tensions à venir sur les 5-10 ans qui arrivent. Comment est-ce qu'on fait sur quels axes on va porter les efforts pour l'attractivité, dans quelle spécialité, et comment est-ce qu'on va faire pour maintenir l'accès aux soins dans certains sous-territoires ou bassins de vie. Donc ça permet enfin de définir la bonne échelle, ou en tout cas de donner des éléments de réflexion sur un sujet très prégnant actuellement pour notre ministère et le précédent, qui était la fameuse communauté professionnelle territoriale de santé, qui, à mon sens, ne peut être qu'un regroupement de maisons de santé pluriprofessionnelles, mais doit prendre en compte le deuxième recours pour avoir une certaine pertinence. Pertinence, on l'a dit, sur la lisibilité du parcours, l'accès aux soins de spécialité. Aussi, l'optimisation des durées de séjour. C'est une forte demande et une forte pression sur les établissements et sur les équipes, sur le développement de la chirurgie ambulatoire, des techniques de récupération rapide après chirurgie, etc. Et il faut qu'on sécurise, qu'on prévienne les réhospitalisations. Ça passe sur les notions d'exercice coordonné. Donc voilà un petit peu, nous, la façon dont on appréhende le territoire. C'est un peu sous un angle. C'est une notion qui évolue en fonction d'un acte, en fait. Alors, il est clair que là, on va avoir des territoires qui ne seront pas du tout sur le même maillage ou le même périmètre géographique. Les orthopédistes sont beaucoup plus fréquents et nombreux que les neurochirurgiens, et en tout cas les chirurgiens du rachis. Bien plus, c'est que un orthopédiste en soi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Dire je suis chirurgien orthopédiste, en termes d'offre de soins, finalement, ça ne représente plus grand-chose. Parce que est-ce qu'il fait de la chirurgie prothétique membre inférieur? Est-ce qu'il fait de l'épaule? Est-ce qu'il fait du rachis? Et en général, quand il va faire du rachis, il ne fera pas forcément d'épaule, etc. Donc c'est là où nous, on a essayé d'aller un peu dans l'approche par acte, et puis en même temps d'identifier ce que j'avais qualifié les spécialités de troisième recours, la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie crânienne, soumise à des autorisations particulièrement fortes. Il faut avoir les outils d'analyse de l'offre de soins un peu partout. Est-ce qu'on les a aujourd'hui? Alors, on peut les avoir. Ça demande du moyen humain, financier, etc. Les unions régionales ont des droits d'accès et de requête auprès du SNIRAM et du PMSI du même niveau qu'un directeur général d'ARS. Je pense qu'on ne les exploite pas assez, faute de temps, faute de moyens, mais il faut qu'on travaille là-dessus. C'est à partir de ces données-là qu'on travaille avec des cartographes de la santé pour justement appréhender ces notions de territoire. Vous parliez des médecins qui doivent s'installer sur un territoire. Qu'est-ce qui les attire, à votre avis, sur un territoire donné? En règle générale, alors pour le médecin généraliste et le spécialiste, c'est un peu différent. Pour le médecin généraliste, les deux leviers, c'est d'avoir des attaches territoriales directes ou indirectes par le conjoint, d'y avoir fait un stage
qui s'est particulièrement bien déroulé avec une bonne dynamique et une volonté de continuer l'expérience. Ça, c'est la maîtrise de stage est un élément très important. Donc on veille à avoir des maîtres de stage sur les territoires les plus en tension et l'accès au deuxième recours, c'est-à-dire qui j'appelle quand j'ai l'abdomen aigu qui arrive le vendredi soir chez le petit de 5 ans et je ne veux pas avoir à faire un barrage administratif et je ne veux pas qu'on me réponde passez aux urgences. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup pour résoudre certains problèmes, c'est la télémédecine. Vous en pensez quoi, vous? La télémédecine. La télémédecine, c'est tout et rien à la fois. Ça n'est qu'un outil qui permet en fait de prévenir, en tout cas à mes yeux, une rupture de soins et d'accès aux soins. C'est un mode qui est dégradé. Donc on ne peut le concevoir, à mon sens, et là je vais peut-être en faire bondir certains, qu'à partir du moment où le médecin requis peut garantir dans un délai raisonnable une consultation présentielle, soit directement au domicile du patient, soit au cabinet. Et là, je pense notamment aux problématiques, je me tourne vers des groupes comme Corian, etc., porteurs d'établissements d'hébergement, que ce soit pour des personnes âgées dépendantes ou des personnes en situation de handicap, qui sont soumises ou confrontées à cette rupture de soins, et bien probablement que la télémédecine peut être une solution pour maintenir cet accès aux soins, mais il y a des conditions qui me paraissent essentielles. On parlait de lisibilité et d'accompagnement du patient dans ses démarches, dans son parcours. À mon avis, une bonne télémédecine, c'est une médecine où le patient va être accompagné d'un professionnel formé et que l'acte sera réalisé aussi dans des conditions techniques adéquates. Donc pour nous, il est clair que la télémédecine ne peut s'envisager que de manière assistée et augmentée, notamment par le développement des outils connectés. Et on plaide, en tout cas, moi je pousse cette idée dans ma région, que chaque établissement d'hébergement puisse se doter de ses capacités humaines et techniques de façon à optimiser les choses. Et il y a des projets qui sont en cours, notamment avec les établissements du GCAM, par exemple. Et globalement, les médecins libéraux seraient pour répondre aux appels de la télémédecine et aller ensuite voir leurs patients? Les médecins libéraux, ils souffrent, comme leurs confrères hospitaliers, d'avoir à dire non à des demandes de soins parce qu'ils sont débordés par un certain nombre de choses administratives, de surcharge de travail. On disait qu'il fallait qu'un médecin généraliste ait une file active de 1200 patients dans sa patientèle. Oui, en Saône-et-Loire, on est entre 1500 et 1800, donc on ne va pas pouvoir dégager. Par contre, si on arrive à optimiser les organisations territoriales pour inclure ce type de fonctionnement en plus, on va pouvoir dégager probablement des solutions ou en tout cas redonner un peu d'agilité dans l'adaptation. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait une politique qui soit cohérente, territorialisée en termes d'affectation des assistants médicaux et pas les mettre uniquement là où il y a plusieurs médecins, mais peut-être le mettre là où il y en a un tout seul dans un territoire avec une population qui est en déshérence et en difficulté d'accès aux soins. C'est peut-être là qu'il faut mettre l'effort plutôt que dans le cabinet de groupe qui finalement tourne pas si mal comme ça. Nicolas Mérigot? Oui, je suis pleinement d'accord avec vous. La télémédecine, c'est un exemple de solidarité entre les territoires. On a beaucoup parlé de cette gestion de territoire et c'est vrai qu'on doit gérer des réponses en filière à l'échelle des bassins de vie. Je crois que c'est ça la politique territoriale. Concernant la télémédecine, c'est un exercice là où, au contraire, où on peut avoir une solidarité entre les territoires. Chez Corian, on développe beaucoup de notre offre de télémédecine sur plusieurs principes. Le premier, c'est que l'offre de télémédecine, elle n'est pas en substitution, elle doit être en complément à la médecine effectivement en présentiel et à la médecine libérale de terrain. Elle doit être coordonnée et donc c'est pour ça qu'on pense que les URPS ont une place assez clé dans la montée en puissance du dispositif de télémédecine. Et vous avez parlé, docteur, de médecine augmentée. Je crois que, et c'est le choix que nous avons fait chez Corian, on doit avoir un téléconsultant et qui est assez spécialisé en télémédecine parce que c'est quand même une pratique particulière. Tout le monde ne peut pas devenir chirurgien avec des robots. Là, c'est un peu la même chose. Il y a quand même il va falloir former les futurs médecins à la télémédecine. Je pense que ça sera une activité technique spécialisée ou en tout cas qui demandera un minimum de formation ou de cahier des charges. Et puis, il est impératif d'avoir de l'autre côté un téléassistant. Un téléassistant pour sécuriser le patient, s'assurer de la bonne de l'identitovigilance, de la bonne coordination, de la compréhension de ce qui se passe, pour effectivement assister avec le bon positionnement des dispositifs médicaux qui seront connectés. Mais on a besoin de cette pratique et donc on a besoin d'avoir des équipes qui travaillent sur la base de protocoles et qui se connaissent et qui sont coordonnées. Merci beaucoup à tous les trois. Oui, Pascal, vous vouliez rajouter? Juste aussi, sur l'aspect territorial, la fluidité ne se décrète pas.
Et on a une autre problématique à régler qui est la multiplicité et la multiplication des dispositifs d'accompagnement. Par exemple, il y a le dispositif d'accompagnement à la coordination des SOL, les CPTS, enfin je ne vais pas rentrer, les SAS. On a X dispositifs et effectivement, ce que l'on pourrait attendre dans la régionalisation de la part de nos administrations, c'est une écoute sur ce souhait de coordonner cette transversalité, de la rendre accessible et compréhensible aux professionnels et donc également aux usagers, parce qu'ils se multiplient et on ne comprend pas toujours à quoi sert exactement le SAS pour l'accès aux soins, quelle est sa coordination pour la médecine de ville. Je prends un exemple très concret. On a mis, pour éviter que les urgences soient saturées, un SAS en place dans mon département, sauf que officiellement, les établissements ne savent pas qu'il existe. Donc c'est là aussi où il y a un vrai problème de fluidification, d'information et de prise en compte de la transversalité pour coordonner la gestion de la santé sur un territoire. Merci beaucoup. Lamine, tu veux peut-être revenir sur la notion de coopération entre les acteurs ? La coopération, et c'est vrai que Pascal, déjà merci à vous messieurs et à la table ronde précédente d'être là en présentiel. C'est quand même beaucoup plus agréable que de parler à un écran. Il y a quand même tout de même 450 connectés, donc c'est bien, ça veut dire que aussi on est suivi sur les réseaux. Oui, la complémentarité avec Pascal, on en parle tout le temps. Et tu l'as dit, c'est une question d'homme. Une question d'homme. Je veux dire, c'est... il suffit des fois de se parler, il suffit d'échanger pour faire avancer les choses. Là, j'ai reçu, c'était par rapport à hier, où le collectif Interbloc, les IBOD, qui sont pas forcément des personnes, je dirais, très tendres avec nous. Et ils m'ont envoyé un message de remerciement parce qu'on a discuté et que j'ai porté la parole auprès du ministre. Et alors, pourquoi ça ne marche pas avec les établissements publics qui sont revenus en arrière sur votre coopération ? Parce que chacun pense qu'il est plus fort que l'autre. Et comme le public est éternel et nous sommes précaires, ils pensent qu'ils vont rester et que nous, on va disparaître. Mais non, on tient et de plus en plus. Donc ça, c'est le premier point. Sur les élus, Pascal, tu as tout à fait raison. Et la nouvelle composition de l'Assemblée nationale est effroyable parce que ce sont souvent des parlementaires débutants et qui veulent faire de la surenchère par rapport aux autres, de la surenchère. Et ils se mêlent de dossiers qu'ils ne connaissent pas et surtout, ils n'utilisent pas les établissements pour lesquels ils pensent défendre la cause ou le maintien. Donc, je suis également sur ce que tu disais, Nicolas, sur la régionalisation. Pour moi, c'est une angoisse parce que ça va être à la main de personnes sur nos budgets, nos salaires, nos salariés, sur le fait qu'on ne pourra pas avoir une politique équitable. C'est ce qu'on cherche, équitable. Et c'est vrai que la complexité du système de santé, elle est effroyable. Effroyable. Et on est... Moi qui fréquente très souvent les cabinets ministériels, les personnes que l'on a en face, c'est normal aussi, ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas. Ils ont 25, 30, 35 ans, ils ne nous connaissent pas et ils ont des certitudes. Alors je dis toujours, venez, c'est ce que tu fais Pascal, venez sur le territoire. Merci pour votre présence et le réglage et l'éclairage sur les URPS. On vous connaît mal, les URPS. On vous connaît mal. Et pourtant, c'est une richesse parce que vous êtes extrêmement bien structuré, mais il n'y a pas assez d'interaction avec nous. Et ça je le regrette. Et votre présence est importante parce que ça témoigne de votre intérêt sur nos travaux. Donc merci à vous pour cet engagement et cette présence. Merci à tous les trois. Et sous ces applaudissements, on va s'offrir une petite pause. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour parler de technologie. On va s'enfoncer dans le métaverse. À tout à l'heure.